Je n'oublierai jamais le silence qui a suivi ces mots. Nous étions à table, un dimanche ordinaire, la pluie frappait doucement les vitres de notre appartement parisien. Les enfants riaient encore quand mon mari a posé sa fourchette, m'a regardé avec ce sourire condescendant que je connaissais trop bien, puis a dit d'une voix calme, « Votre mère est un échec. » Les rires se sont éteints. Mon cœur aussi. Avant que je puisse parler, il a ajouté, presque amusé, « Et tu sais, je ne sais même pas qui possède réellement mon entreprise. Mais ce n'est sûrement pas elle. » Les enfants m'ont regardé, perdu. J'ai senti leur regard me traverser comme des lames. J'ai voulu répondre, crier, révéler la vérité qui brûlait sur ma langue, mais je suis restée immobile. Parce que parfois, le silence est une promesse. Une promesse de tempête. Mon mari, Julien, était admiré de tous. Directeur charismatique, costumes impeccables, discours inspirants. À la maison, il devenait un juge impitoyable. Il ignorait les nuits sans sommeil, les sacrifices invisibles, les signatures faites dans l'ombre. Il ignorait surtout qui avait tout rendu possible. Si cette histoire vous touche, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits puissants comme celui-ci. Ce soir-là, après que les enfants sont montés se coucher, Julien a reçu un appel. Son visage a changé. Pâle. Tendu. Il a raccroché sans un mot, puis m'a lancé un regard inquiet, comme s'il voyait enfin une étrangère devant lui. J'ai compris alors que quelque chose venait de se fissurer, et que la vérité, longtemps enfouie, s'approchait dangereusement de la surface. Julien a tourné en rond dans le salon, son téléphone encore serré dans la main. Je reconnaissais ce pas nerveux, celui qu'il avait quand quelque chose lui échappait. C'était le conseil d'administration, a-t-il lâché enfin, comme pour se justifier. Ils veulent avancer la réunion de demain matin. Sa voix manquait d'assurance, et cela m'a presque fait sourire. Presque. Je me suis levée lentement pour débarrasser la table. Chaque assiette posée dans l'évier résonnait comme un compte à rebours. Il m'observait, méfiant, cherchant sans doute une faiblesse, une larme, une supplique. Mais il n'y avait rien. Juste cette calme étrange qui précède les révélations. « Tu devrais être fier de moi, » a-t-il repris. « Tout ce que j'ai bâti. » J'ai levé les yeux vers lui. Bâti. Ce mot. Il ne savait pas combien il me blessait et m'amusait à la fois. Car pendant qu'il recevait les applaudissements, je signais des contrats sous un autre nom. Pendant qu'il se voyait en génie solitaire, je protégeais l'entreprise des créanciers, des scandales étouffés, des décisions catastrophiques. Les enfants dormaient à l'étage, inconscients du monde fragile qui reposait sur des mensonges. Je me suis demandé combien de temps encore il pourrait parler ainsi sans comprendre. Combien de temps avant que quelqu'un prononce mon nom là où il ne l'attendait pas. Julien s'est approché, baissant la voix. Demain est un grand jour. Après-demain, tout le monde saura que je suis indispensable. J'ai hoché la tête, lentement. Oui, demain serait un grand jour. Mais pas pour les raisons qu'il imaginait. Et au fond de moi, une certitude grandissait. Lorsqu'il découvrirait la vérité, il ne pourrait plus jamais regarder ses enfants ni moi de la même façon. La nuit a été longue. Julien s'est endormi tard, épuisé par ses propres inquiétudes, tandis que je restais éveillée, à écouter sa respiration irrégulière. Dans l'obscurité, je revoyais chaque étape de ces années passées à me taire. Le jour où j'avais vendu mon appartement pour injecter des fonds sans qu'il le sache. Les rendez-vous discrets avec les avocats. Les clauses signées sous un nom qui n'était pas le mien, mais qui me protégeait de son orgueil. À l'aube, il s'est levé d'un bond. Costume bleu nuit, cravate parfaitement ajustée. Il s'est regardé dans le miroir avec cette assurance qui frôlait l'arrogance. « Souhaite-moi bonne chance », a-t-il dit en attrapant ses clés. Je lui ai souri. Un sourire étrange, presque tendre. « Tu n'en auras pas besoin », ai-je répondu. Il a froncé les sourcils, surpris par mon ton, mais n'a rien dit. Quand la porte s'est refermée, la maison m'a semblé soudain immense. Les enfants se sont réveillés peu après. Ma fille m'a demandé doucement, « Maman, papa pense vraiment que tu es un échec. » J'ai pris une inspiration profonde. Parfois, les gens se trompent parce qu'ils regardent au mauvais endroit, lui ai-je dit en caressant ses cheveux. Elle a hoché la tête sans comprendre, mais ses yeux brillaient d'une confiance qui m'a donné du courage. Plus tard, mon téléphone a vibré. Un message bref, formel, la réunion commence. Votre présence est requise. J'ai reposé l'appareil lentement. Le moment approchait. Et cette fois, je ne resterai pas dans l'ombre.
Julien pensait entrer en triomphateur dans cette salle, sans savoir qu'il allait y rencontrer la personne qu'il avait le plus sous-estimée. Je suis arrivé devant l'immeuble de vers un peu avant midi. Le hall était baigné de lumière, froid et impersonnel, exactement comme l'univers dans lequel Julien se sentait invincible. À l'accueil, on m'a appelé par un nom que personne à la maison ne connaissait. Je l'ai reconnu comme on reconnaît un ancien visage, sans émotion, mais avec détermination. L'ascenseur m'a mené directement au dernier étage. Derrière les portes de la salle de réunion, des voix se croisaient. Sérieuses. Tendues. Quand je suis entrée, plusieurs regards se sont levés. Certains m'ont salué avec respect. D'autres ont affiché une surprise mal dissimulée. Puis j'ai vu Julien. Il parlait, debout, confiant, exposant des chiffres qu'il croyait maîtriser. Quand son regard a croisé le mien, il s'est figé. Une fraction de seconde. Assez pour que je voie la peur naître. Il a hésité, perdu le fil de son discours. Le président du conseil a alors pris la parole. « Nous attendions justement votre arrivée », a-t-il dit en se tournant vers moi. Julien a ri nerveusement. « Vous vous êtes trompé, c'est ma femme. » Un silence lourd s'est abattu sur la pièce. Le président a souri, calmement. « Nous savons très bien qui elle est. » Je me suis assise sans un mot, croisant les mains devant moi. Julien me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Son monde commençait à vaciller, et je pouvais presque entendre ses certitudes se fissurer une à une. Pourtant, la véritable révélation n'avait pas encore été prononcée. Et tandis que les écrans s'allumaient pour afficher des documents que lui seul n'avait jamais vus, j'ai compris que ce qui allait suivre dépasserait tout ce qu'il redoutait. Les premiers graphiques ont défilé à l'écran. Des chiffres précis, des dates, des signatures numériques. Julien s'est penché en avant, fronçant les sourcils. Je voyais son esprit travailler à toute vitesse, cherchant l'erreur, l'explication rationnelle. Le président du conseil parlait d'une voix posée, presque pédagogique. Comme vous le savez, une part significative du capital est détenue par un investisseur discret depuis plusieurs années. Julien a hoché la tête, sûr de lui. Oui, bien sûr. Puis le nom est apparu. Pas le mien. Celui que j'avais choisi pour survivre dans son monde. Un murmure a traversé la salle. Julien a pâli. Il a regardé autour de lui, cherchant un allié, quelqu'un pour rire et dire que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Personne ne riait. Cet investisseur a non seulement sauvé l'entreprise à 3 reprises, a poursuivi le président, mais il détient également un droit de veto sur les décisions stratégiques majeures. Julien s'est tourné vers moi, la voix tremblante. C'est impossible. Tu n'y connais rien aux affaires. Ces mots sonnaient creux, comme une prière qu'on récite trop tard. Je me suis levé lentement. Le bruit de ma chaise a semblé résonner démesurément. Tu confonds ignorance et discrétion, ai-je dit calmement. Les regards passaient de lui à moi, captivés. Julien respirait mal. Je voyais ses mains trembler légèrement. À cet instant, son téléphone a vibré sur la table. Un message du service juridique. Il l'a lu, puis relu, les lèvres entr'ouvertes. Quelque chose venait de lui échapper définitivement. Et il n'avait encore aucune idée du prix réel qu'il allait devoir payer. Julien s'est rassis brusquement, comme si ses jambes refusaient soudain de le porter. Le message du service juridique clignotait encore sur son écran. Une mise à jour urgente. Des clauses activées. Des pouvoirs suspendus. Il a relevé les yeux vers le président du conseil, puis vers moi, incapable de parler. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus le contrôle. Il s'agit d'une mesure temporaire, a expliqué calmement le président, le temps de clarifier certains conflits d'intérêts. Le mot conflit a flotté dans l'air comme une accusation. Julien a tenté de protester, mais sa voix s'est brisée. Personne ne l'écoutait plus vraiment. Je me suis rassise, consciente du poids de chaque seconde. Ce n'était pas une vengeance. C'était une correction. Une remise à l'équilibre. Autour de la table, certains membres du conseil évitaient son regard, d'autres m'observaient avec une curiosité nouvelle, presque admirative. Ils découvraient enfin celle qui avait toujours agi sans chercher la lumière. La réunion s'est poursuivie sans lui. Les décisions se prenaient, rapides, efficaces. Julien restait figé, comme un invité de trop à sa propre chute. À un moment, il s'est penché vers moi et a murmuré « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» J'ai tourné lentement la tête.
Parce que tu ne m'as jamais demandé, ai-je répondu. Quand la séance a été levée, il est resté assis, seul. Je me suis dirigée vers la sortie sans me retourner. Mais au moment de franchir la porte, j'ai senti que ce n'était que le début. Car ce qui l'attendait à la maison, face aux enfants, serait bien plus difficile que n'importe quelle salle de conseil. La voiture a roulé longtemps sans que personne ne parle. Julien conduisait, crispé, les yeux fixés sur la route comme s'il craignait de croiser son propre reflet dans le pare-brise. Chaque feu rouge semblait une accusation silencieuse. Quand nous sommes arrivés devant l'immeuble, il a coupé le moteur sans bouger. « Tu as tout prévu », a-t-il fini par dire, d'une voix sourde. Ce n'était pas une question. À l'intérieur, les enfants faisaient leurs devoirs à la table du salon. Ils ont levé la tête en nous voyant entrer ensemble, surpris par notre silence inhabituel. Julien a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les mots qu'il avait prononcés quelques jours plus tôt semblaient désormais peser des tonnes. « Papa, ça va ?» a demandé mon fils. Il a hoché la tête trop vite. « Oui, oui, bien sûr. » Je suis allée dans la cuisine, laissant Julien face à ce qu'il avait créé. J'entendais des bribes de phrases, des explications confuses, des silences trop longs. Lorsqu'il m'a rejointe, son visage était marqué. « Il me regarde différemment », a-t-il murmuré, comme si je leur avais menti. J'ai posé un verre d'eau devant lui. « Tu l'as fait », ai-je répondu simplement. Son téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu. Il a hésité avant de décrocher. Son expression s'est durcie au fil de la conversation. « Comment ça, une enquête interne ?» a-t-il soufflé. En raccrochant, il m'a regardé avec une angoisse nue. Ce qu'il venait d'apprendre dépassait la simple perte de pouvoir et menaçait de détruire tout ce qu'il croyait encore lui appartenir. Julien a passé la nuit assis sur le canapé, la veste encore sur le dos, comme s'il n'osait plus pénétrer pleinement sa propre maison. Je l'observais depuis l'ombre du couloir. Cet homme qui m'avait autrefois parlé comme à une subalterne semblait soudain rétréci, prisonnier d'une peur qu'il ne savait pas nommer. À l'aube, il s'est levé et a ouvert son ordinateur. Des dizaines de courriels l'attendaient. Certains cordiaux, d'autres glaciales. Tous posaient la même question sans la formuler. Jusqu'où allait tomber Julien? Il a tenté d'appeler son directeur financier. Messagerie. Puis son associé historique. Refusé. Chaque tentative renforçait ce vide autour de lui. Quand les enfants sont descendus pour le petit déjeuner, il a refermé brutalement l'ordinateur. « Je dois régler des choses au bureau », a-t-il dit, évitant leur regard. Ma fille l'a observé longuement, puis s'est tournée vers moi. Ce simple geste l'a blessé plus que n'importe quelle accusation. Dans la matinée, j'ai reçu un dossier confidentiel. Je l'ai ouvert seul, dans le calme. Des rapports détaillés. Des décisions prises sans consultation. Des signatures de Julien, parfois hâtives, parfois dangereuses. Ce n'était plus seulement une question d'ego ou d'humiliation. Il avait mis l'entreprise, notre avenir en péril. Quand il est rentré plus tôt que prévu, son visage était défait. « Ils veulent me faire porter le chapeau », a-t-il soufflé. Pour la première fois, il ne me parlait pas d'en haut, mais d'égal à égal. Ou peut-être d'homme à femme. Je l'ai regardé sans répondre. Car au fond, une question demeurait. Étais-je encore prête à le protéger, maintenant que tout le monde savait enfin qui j'étais? Je lui ai demandé de s'asseoir. Pas comme une épouse inquiète, mais comme quelqu'un qui allait décider. Il a obéi sans discuter. Ce simple geste en disait long. J'ai posé le dossier confidentiel entre nous. Il a reconnu les documents immédiatement. Ses épaules se sont affaissées. « Tu savais », a-t-il murmuré. Ce n'était pas un reproche, plutôt une constatation amère. Je lui ai expliqué, calmement, ce que le conseil avait découvert, ce que l'enquête interne risquait de mettre au jour. Chaque phrase semblait lui retirer un peu plus d'air. « Il pense que j'ai agi seul », a-t-il dit, que j'ai mis l'entreprise en danger pour des décisions personnelles. Il a relevé les yeux vers moi, brillant de peur. « Dis-leur que ce n'est pas vrai. Dis-leur que tu étais au courant. » Ces mots ont résonné lourdement. Être au courant, oui. Couvrir, non. J'ai pensé aux enfants, à leur regard, à la phrase qu'il avait lancée sans hésiter. « Votre mère est un échec. » Un échec ne protège pas tout un empire dans l'ombre. Un échec ne sauve pas une entreprise 3 fois du naufrage. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message officiel.
Convocation formelle. Julien a pâli. Ils veulent que je m'explique demain. Devant tout le monde. Sa voix tremblait. Si tu parles, je suis fini. Je me suis levée lentement. À cet instant précis, je savais que le prochain choix que je ferais ne changerait pas seulement son avenir, mais aussi celui de nos enfants. Et il ignorait encore de quel côté j'allais me tenir. La maison était étrangement silencieuse après son aveu. Julien s'est levé pour aller se servir un verre, la main tremblante. Je le regardais comme on observe quelqu'un au bord d'un précipice, incapable de dire s'il allait reculer ou sauter. « Je n'ai jamais voulu te rabaisser », a-t-il murmuré sans me regarder. C'est juste que, je ne supportais pas l'idée de ne pas être le seul à compter. Ces mots n'étaient ni des excuses ni une défense. Juste une vérité tardive. Je me suis assise près de la fenêtre. Paris continuait de vivre, indifférente à notre drame. Les enfants jouaient dans leur chambre, leurs rires étouffés me rappelant ce qui était réellement en jeu. Julien s'est approché. « Dis-moi ce que je dois faire », a-t-il demandé. Cette phrase, je ne l'avais jamais entendue de sa bouche. Je n'ai pas répondu, car au même moment, mon téléphone a vibré. Un message bref, précis. Le conseil souhaite vous rencontrer seul avant l'audition de demain. J'ai relevé les yeux vers Julien. Il avait compris avant même que je parle. Seul. Sa voix s'est cassée. Ils veulent avoir de leur côté. Je me suis levée pour monter les escaliers. Chaque marche me semblait plus lourde que la précédente. Derrière moi, Julien n'a pas bougé. Il savait que cette nuit déciderait de tout. Dans la chambre des enfants, je me suis arrêtée sur le seuil, les observant dormir paisiblement. Une certitude s'est imposée à moi, mais je n'étais pas encore prête à la lui révéler. Le lendemain matin, je me suis préparée en silence. Julien me regardait depuis l'embrasure de la porte, comme s'il craignait que je disparaisse si je tournais le dos. Dans la voiture, il n'a rien dit. Ses mains serraient le volant trop fort. Devant l'immeuble, il a voulu descendre avec moi. Ils ont dit seuls, ai-je rappelé doucement. Il est resté figé tandis que je franchissais les portes vitrées. La salle où l'on m'a conduite était plus petite que la veille. Moins solennelle. Plus dangereuse. 3 membres du conseil étaient assis, dossiers ouverts. Aucun sourire. Nous devons savoir jusqu'où vous étiez impliqués, a commencé l'un d'eux. J'ai répondu sans détour. Oui, j'étais au courant. Oui, j'avais corrigé certaines décisions. Non, je n'avais jamais autorisé les prises de risques personnelles de Julien. Les questions se sont enchaînées, précises, presque chirurgicales. Il cherchait une ligne claire. Un responsable. Une issue. Puis l'un d'eux a posé la question que je redoutais sans l'attendre. Êtes-vous prête à prendre officiellement le contrôle si la situation l'exige? La pièce est devenue soudain trop étroite. J'ai pensé à Julien, assis quelque part, à attendre un verdict qu'il ne maîtrisait plus. J'ai pensé aux enfants, à ce qu'ils apprendraient bientôt à l'école, dans les journaux peut-être. Cette décision aurait des conséquences personnelles, a ajouté une voix calme. Irréversible. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Julien. Un seul mot. S'il te plaît. Je n'ai pas regardé l'écran plus longtemps. J'ai relevé la tête vers eux, consciente que chaque seconde de silence faisait pencher la balance. Et avant que je ne prononce un seul mot, la porte s'est entr'ouverte brusquement, interrompant la réunion. La porte s'est ouverte sur le président du conseil, le visage grave mais déterminé. Il n'y avait plus de détour possible. Tout avait été décidé dans cet instant suspendu où les masques tombaient enfin. Je me suis levée, non pas comme l'épouse de Julien, mais comme la femme qui avait porté cette entreprise à bout de bras sans jamais réclamer de reconnaissance. Ma voix ne tremblait pas lorsque j'ai parlé. J'ai accepté de prendre le contrôle, non par vengeance, mais par responsabilité. Parce que le pouvoir n'est pas fait pour flatter l'ego, mais pour protéger ce qui compte. L'audition publique a eu lieu le lendemain. Julien était là, face au conseil, face à ses erreurs, face à ses enfants assis au fond de la salle. Quand la vérité a été révélée, un murmure a parcouru l'assemblée. Il a compris, enfin. Compris que l'échec qu'il avait méprisé était en réalité la force qu'il avait sauvée de lui-même. Il n'a pas cherché à se défendre. Il a baissé la tête. Les semaines suivantes ont été dures, mais justes. Julien a quitté ses fonctions. Pas brisé, mais transformé. À la maison, les mots ont remplacé les humiliations. Les silences, les excuses.
Les enfants ont appris une leçon que l'école n'enseigne pas. La vraie valeur ne crie pas, elle agit. Un soir, ma fille m'a regardée et a dit simplement « Maman, tu n'as jamais été un échec. » J'ai souri. Parce qu'au fond, ce n'était plus une revanche. C'était une renaissance. Et désormais, plus personne n'ignorait qui possédait réellement cette entreprise, ni cette histoire.